Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va à merveille chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette nouvelle formation pour voir ensemble comment modéliser une série chronologique et faire les prévisions sur le logiciel eViews. Donc, nous allons pratiquer la modélisation et la prévision des séries chronologiques sur eViews. Et il faut savoir qu'une série chronologique est une observation d'un comportement d'une variable ou des variables dans un intervalle de temps déterminé. Voilà. Donc l'objectif final de ça, c'est de permettre à l'organisation ou à l'organisme ou à la personne de faire des prévisions sur le comportement futur de cette variable ou de ces variables. Donc, pour ce faire, nous allons nous rendre dans le logiciel eViews, qui est le logiciel le plus utilisé en matière de modélisation économétrique, et surtout dans en ce qui concerne les séries chronologiques, on utilise beaucoup eViews. Donc, pour ce faire, vous allez ouvrir eViews, vous allez charger votre base de données, soit vous venez à File, vous allez importer votre base de données, ou bien vous venez à File, vous allez paramétrer votre base de données, File, Now, File, et puis vous allez paramétrer ici, vous cliquez OK, votre base de données sera chargée, et vous allez créer une nouvelle variable, il s'agira de la variable d'analyse, que vous allez prendre les données dans votre fichier qui se trouve dans l'ordinateur et les coller dans cette variable, comme j'ai fait ici. Donc ici, il s'agit d'une société américaine qui gère des transports de bus entre Portland et l'Oregon. Donc cette société-là a enregistré le flux de passagers qui empruntent leur bus sur le trajet Portland-Oregon depuis 2012 jusqu'à 2021. Donc l'objectif de cette société, c'est de savoir comment se comporte le flux de leurs passagers pendant ce temps-là et comment va se comporter le flux de passagers pendant l'année 2020 afin de prendre les mesures nécessaires pour avoir une place privilégiée par rapport à la concurrence qui est acharnée dans ce secteur-là. Donc, il faut savoir que notre étude d'analyse de données de séries chronologiques, vous pouvez pas modéliser une série chronologique si cette série n'est pas stationnaire. La première des choses qu'il faut faire, il faut regarder et tester et voir si la série est stationnaire ou pas. Ce que vous allez faire, vous allez venir à View, Graphique, et puis OK. On va observer l'évolution des passagers qui empruntent les bus de ces sociétés depuis 2012 à 2021. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit déjà que le nombre de passagers augmente dans le temps. Voilà, dans le temps, mais on remarque que à chaque période, il y a des périodes où le nombre de passagers diminue. Voilà. Par exemple ici, là on est au mois de 2014, là on est au mois de 2015, on est au mois de 2016, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que voilà une information capitale, c'est que les mois 2 de chaque année, le flux de passagers qui empruntent les bus de ces sociétés diminue, sont bas. Par contre, les mois 8 de chaque année, le flux des passagers est le plus élevé, le mois 8. Donc, c'est le mois 8 pendant l'été que ils peuvent espérer maximiser leur profit dans ces périodes-là. Donc, si vous observez un phénomène comme ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène de saisonnalité. C'est-à-dire que votre série admet une saisonnalité. C'est un phénomène qui s'observe pendant à chaque période donnée. Donc, si une série a une saisonnalité, déjà ça veut dire que votre série n'est pas stationnaire. Ça c'est. Maintenant, il faut chercher à savoir si la série n'a pas de tendance ou pas. Voilà.
Donc, pour vérifier cela aussi, pour justifier que la série n'est pas stationnaire, vous allez venir à View, corrélogramme, ok. Vous allez regarder le mouvement des autocorrélations ici. Si les autocorrélations diminuent très lentement ou lentement vers 0, donc ça signifie que votre série n'est pas stationnaire. Pour justifier statistiquement parlant cela, vous allez venir à View, Unity Road Statistique, et puis on va appliquer le test de Dickey-Fuller pour justifier que notre série n'est pas stationnaire. Donc selon le test de Dickey-Fuller, la série n'est pas stationnaire si elle admet une racine unitaire et aussi elle admet une tendance, soit une tendance, une racine unitaire, et là donc la série n'est pas stationnaire. Donc ce test de Dickey-Fuller, on utilise trois modèles. Le modèle au milieu, c'est le modèle où il y a la tendance et la constante. Donc ce modèle là, c'est le modèle 3. Et en haut c'est le modèle 2 et en bas c'est le modèle 1. Donc ce qu'il faut faire, il faut prendre le modèle qui minimise les critères Akaike-Schwartz. C'est avec ce modèle là que vous allez essayer de déterminer le type de non-stationnarité de votre série. Donc nous ici, il s'agit là de voir est-ce que notre série est stationnaire ou pas. Donc ce qu'il faut faire, on va aller dans chaque modèle et voir. Donc il faut venir au modèle 3, vous cliquez OK. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il y a une probabilité ici. Ça c'est en haut là, c'est le test du racine unitaire et en bas c'est le test de la tendance. Donc là, il faut regarder la probabilité associée au test de Dickey-Fuller. Si cette probabilité-là est inférieure à 5%, c'est qu'il n'y a pas de racine unitaire. Par contre, si cette probabilité est supérieure à 5%, donc la série admet une racine unitaire, donc elle n'est pas stationnaire. Vous allez venir en bas ici au niveau de la tendance. Si la probabilité associée à la tendance, cette probabilité-là, si elle est inférieure à 1, si elle est inférieure à 5%, pardon, donc votre série admet une tendance, donc votre série n'est pas stationnaire. Si par contre la probabilité associée est supérieure à 5%, donc votre série n'a pas de tendance. Dans notre cas ici, on voit que la probabilité associée au test de Dickey-Fuller est supérieure à 5%, donc il y a présence de racine unitaire. Et aussi la probabilité associée à la tendance est inférieure à 5%, donc il y a une tendance. Donc on peut dire là que notre série n'est pas stationnaire. On peut se dire que si notre série, c'est vrai, n'est pas stationnaire, peut-être elle est due, cette non-stationnarité est due à cause, on peut dire, à cause des effets saisonniers, cette saisonnalité, ces phénomènes qui se répètent à chaque période, ont perturbé la stabilisation de la série et a fait que la série ne se stabilise pas. Donc, ce qu'il faut faire, il faut enlever ces effets saisonniers et voir si à ce moment-là, notre série va se stationnariser ou pas. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez venir à Proc et vous venez à Seasonal Adjustment et en bas, cocher et vous cliquez OK. Donc, il va vous calculer les coefficients saisonniers que vous allez enregistrer dans le tableau de bord. Voilà. Et puis, il va automatiquement vous créer cette variable-là. Passager ça. C'est la variable désaisonnalisée. C'est la série désaisonnalisée. C'est-à-dire, c'est la série où on a enlevé les effets saisonniers. On va maintenant observer si on enlève les effets saisonniers, la série va se stationnaliser. Vous revenez en graphe et puis OK. On remarque quoi? Que malgré qu'on a enlevé maintenant les effets saisonniers, mais on voit quand même toujours que la série n'est pas encore stationnaire. Pour vérifier cela, vous allez venir à View, toujours corrélogramme, OK. On voit toujours que les autocorrélations diminuent lentement, donc, et la série n'est pas stationnaire. Pour vérifier cela aussi, vous allez venir sur le test de Dickey-Fuller. Vous faites la même chose. On voit ici racine unitaire présence parce que la probabilité est supérieure à 5%. Par contre, ici, il n'y a pas de tendance.
sur toutes les modèles, hein, sur toutes les modèles. Si vous venez au modèle 2, vous voyez toujours la même chose. Il y a racine unitaire. Ici, il n'y a pas de tendance. Le modèle 2 n'a pas de tendance. Donc, il y a racine unitaire. Donc, déjà, la série n'est toujours pas stationnaire. Donc, modèle 1 aussi, la même chose. Il y a racine unitaire, il n'y a pas de tendance. Donc, la série n'est pas stationnaire. Donc, là, on vient de justifier que notre série n'est pas stationnaire. Maintenant, il faut chercher à la stationnariser. Et pour stationnariser la série, désaisonnaliser, bien sûr, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant qu'on a enlevé les effets saisonniers, on s'attendait à la stabilisation de la série, mais non, la série n'est toujours pas stationnaire. Maintenant, il faut essayer de comprendre quel type de non-stationnarité suivent nos données. Il faut savoir qu'il y a deux types de non-stationnarité. Il y a une série non stationnaire de type TS de nature déterministe et une série non stationnaire de type DS de nature stochastique. Voilà. Pour vérifier cela, vous allez venir sur View, toujours le test de Dickey-Fuller. Maintenant, on va bien spécifier les choses. Comme Dickey-Fuller nous a dit que il faut choisir le modèle que vous allez interpréter et savoir le type de non-stationnalité de votre série, c'est le modèle qui minimise les deux critères Akaike et Schwartz. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est un petit exercice. Vous allez venir commencer par le modèle 3. Et ici, c'est le degré de retard de chaque modèle. Et généralement, on commence par degré 0 jusqu'à degré 3. P0, P égale à 0 jusqu'à P égale à 3. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez aller dans le modèle 3. Vous mettez le degré de retard 0, vous cliquez OK. Il va vous diriger ici. Donc, ce que vous allez faire, vous allez copier les deux critères, les valeurs des critères Akaike et Schwartz. Vous allez les copier comme ça. Copier. Vous allez créer une feuille Excel, comme moi j'ai fait. Voilà, ici. J'ai créé le modèle 3, modèle 2, modèle 1, les critères et les P de retard égale à 0. Et moi, je colle. Et puis voilà, vous collez. Et la même chose. Et vous ouvrez, vous revenez toujours dans le test de Dickey-Fuller. Vous gardez toujours le modèle 3, mais avec retard 1. Vous faites la même chose. Vous copiez les valeurs, critères Akaike et Schwartz. Voilà. Vous allez venir à Excel et vous les collez, afin de vous permettre de bien faire les comparaisons à la fin et trouver le modèle qui minimise le critère Akaike-Schwartz. Donc voilà, vous revenez toujours. Maintenant, on va changer P égale 2. P égale 2. Toujours en copie. Voilà. Vous revenez. P égale 2. Vous collez. Et dernier pour le modèle 3. P égale à 3. Toujours unité test. Toujours avec le modèle 3. Mais de degré de retard 3. OK. Voilà. Vous copiez. Collez ici. Et vous faites, là maintenant le modèle 3 est fini. Vous allez faire la même chose avec le modèle 2. Suffit de venir, on va pas faire tout ça. Suffit de venir, revenir. Maintenant vous allez cocher le modèle 2. Et vous recommencez avec P égale 0. Vous copiez, vous collez là-bas, etc. Une fois copié, maintenant vous allez, une fois fini avec tous les modèles, maintenant vous allez comparer et chercher le modèle qui a le critère Akaike et Schwartz le plus petit par rapport aux autres modèles. Par rapport aux autres modèles. Donc ce qu'on voit ici, on voit avec le modèle 3, 962 Akaike, 62 déjà est plus grand, non, est plus petit que 64 ici pour P1, 64 ici, 66 ici, 64 ici. Donc au niveau du modèle 3, P égale à 0, Akaike le plus petit. Avec Schwartz ici on a 69, 73, 78. Donc pour le modèle 3, on a opté pour P égale à 0 parce que c'est le P de retard
sur ce modèle qui enregistre des valeurs de critères à cliquer short plus petits. Maintenant, on va au modèle 2. On voit ici, maintenant, on a 961, 966. Déjà, sur P égale à 0, le modèle 1 et le modèle 2 est plus fort que le modèle 1 déjà. Voilà. On voit aussi au niveau du modèle 2, ça c'est supérieur, 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 supérieur. On garde maintenant le modèle 2 avec P égale à 0. On passe au modèle 3, tout est supérieur. Donc le modèle qui minimise le critère à quelque chose, c'est le modèle 2 avec P de l'état égale 0. Donc on va revenir là, Unity Test, on va cocher le modèle 2 et P de l'état égale 0, puis OK. Maintenant, c'est avec ce modèle que nous allons interpréter et voir la nature de la non-stationnalité de notre série chronologique. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez utiliser les hypothèses du test de Dickey-Fuller. Première hypothèse, c'est que si la série, si vous remarquez que la probabilité associée au test de Dickey-Fuller est toujours inférieure à 5%, il y a pas racine unitaire. Si c'est supérieur à 5%, il y a racine unitaire. La série n'est pas stationnaire. Et vous regardez la tendance. Mais puisqu'on est déjà dans le modèle 2, le modèle 2 n'admet pas de tendance. C'est-à-dire que notre série, il n'y a pas de tendance dans le modèle 2, donc on va pas tenir compte de la tendance. Donc, ici, déjà, il y a racine unitaire. Il n'y a pas de tendance. Ça veut dire quoi? Si vous avez racine unitaire et absence d'une tendance, hein, votre série n'est pas stationnaire et de type DS, de nature stochastique. Si au contraire votre série n'a pas de racine unitaire mais elle a une tendance, elle admet une tendance, votre série n'est pas stationnaire, elle est de nature TS déterministe. Si votre série est de nature déterministe, TS, c'est-à-dire il y a la tendance mais il n'y a pas racine unitaire, pour stationnariser la série, on utilise la méthode des moindres carrés ordinaires. Mais dans notre cas ici, on remarque que la probabilité est supérieure à 5%, donc il y a racine unitaire, mais il n'y a pas de tendance. Donc notre série n'est pas stationnaire de type DS de nature stochastique. Pour stationnariser cette série, on va utiliser la méthode de différenciation. On va différencier notre série désaisonnalisée. On va différencier une fois, comme vous voyez là. On va différencier. Pour stationnariser, c'est ce que vous allez faire. Vous allez venir à commande. Vous allez écrire génère espace. Vous allez créer une variable des passagers égale. Vous allez écrire la série, la variable de la série désaisonnalisée, passagers A moins passagers A moins 1. Et puis vous cliquez OK. Ça, on a différencié notre série désaisonnalisée une seule fois pour stationnariser la série. Il va créer cette variable-là. Ici, il est là, des passagers. Maintenant, nous allons observer, voir est-ce que maintenant notre série est stationnaire ou pas. Vous double-cliquez. Vous allez venir sur graphique. Et puis, OK. On remarque maintenant que notre série s'est stabilisée. Il s'est stabilisé autour de sa moyenne 0 là. Donc, notre série est stationnaire. Pour vérifier cela, on va refaire les mêmes tests. On voit maintenant sur les corrélogrammes que il diminue très vite vers 0. Donc notre série est stationnaire. On vient sur le test Dickey-Fuller avec le modèle 2 toujours, P égale 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a ni tendance, il n'y a ni racine unitaire parce que la probabilité est inférieure à 5%, donc il n'y a pas racine unitaire, il n'y a pas tendance. Donc notre série maintenant est stationnaire. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape de la modélisation. Quels sont les modèles, le type de modèle que la méthode de modélisation que nous allons utiliser pour estimer cette série. Donc, il faut savoir que le modèle qu'on utilise
ou bien la méthode, je dirais, qu'on utilise pour modéliser les séries chronologiques. On utilise les modèles, la méthode Box-Jenkins. C'est un modèle, méthode ARMA ou ARIMA. Le modèle sera ARMA si la série a été stationnarisée par la méthode de Mondro-Carré Hodgkins, c'est-à-dire si la série n'était pas stationnée de type TS, déterministe. Donc là, vous aurez un modèle ARMA. Mais si la série a été différenciée, vous aurez un modèle ARIMA. Voilà, ARIMA, auto-régressive et moins mobile, avec le degré le D de différenciation. Voilà, le nombre de différenciation. Donc, c'est ce que nous allons voir par la suite. La deuxième vidéo, on va créer les modèles. On va utiliser la méthode Box-Jenkins. Comment déterminer les modèles qu'il faut estimer et comment les estimer et comment choisir le meilleur modèle pour passer à l'étape des prévisions. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et dernière vidéo sur cette formation de modélisation et prévision des séries chronologiques. Donc, ciao.